Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Plus de 61 ans après son assassinat et 2 jours après la restitution par la Belgique à la RDC d'une dent, seul reste de sa dépouille, le cercueil de Patrice Lumumba a été ramené ce mercredi sur sa terre natale. Kigali se prépare à accueillir le sommet du Commonwealth, mais comme nous le verrons dans ce journal, cette rencontre se tient sur fond de critiques relatives aux droits de l'homme, tant en Grande-Bretagne qu'au Rwanda. Ici aux États-Unis, les audiences sur l'assaut du Congrès le 6 janvier 2021 se poursuivent. La commission en charge a décrit mardi la pression incessante de Donald Trump pour annuler la présidentielle de 2020. Et puis, ne manquez pas notre page des sports avec Yacouba Ouedraogo qui revient notamment sur Sadio Mané. L'attaquant sénégalais s'est engagé pour 3 ans avec le Bayern de Munich. Les restes de Patrice Lumumba reviennent au bercail plus de 61 ans après son assassinat. L'avion transportant le cercueil du premier chef du gouvernement congolais est arrivé ce matin à Kinshasa en provenance de Bruxelles. Le cercueil et la délégation qui l'accompagne se sont ensuite envolés pour la province du Sankuru où Lumumba a vu le jour en 1925 dans le village de Naloa. Le point avec Abdourahmane Dia. Le petit avion qui a décollé de Kinshasa plus tôt dans la matinée s'est posé en début d'après-midi sur la piste en terre battue de l'aérodrome de Tchumbe dans la province du Sankuru. Le cercueil porté par des militaires est arrivé dans une atmosphère empreinte de solennité mais aussi de fête. Sur place, l'attendait un comité d'accueil, des chefs coutumiers, un orchestre et des danseurs traditionnels. C'est le début d'un périple de 9 jours. Première étape, Onaloua, qui a vu naître le père et héros de l'indépendance congolaise. Sur place, la fierté des populations ne fait pas de doute. Nous avons le papa sacrifié sa vie à cause des Congolais. Et puis nous demandons aussi au gouvernement belge de faire un geste historique que nous devons de génération en génération peuvent voir. Mes yeux ne voient plus, je ne sais plus marcher, mais je suis très joyeuse d'entendre que le corps de notre fils revient, même si je suis incapable de bouger. Après ce périple qui le mènera sur des sites emblématiques de la vie de Patrice Lumumba, la dépouille revient le 30 juin dans la capitale, Kinshasa, où il sera inhumé dans un mausolée après un deuil national de 3 jours. Patrice Emery Lumumba a été exécuté le 17 janvier 1961 par des séparatistes de la région du Katanga avec l'appui de mercenaires belges. Il avait 35 ans. Ses restes étaient jusque-là conservés en Belgique. Kigali accueille cette semaine le sommet du Commonwealth, une organisation intergouvernementale qui regroupait au départ d'anciennes colonies britanniques, mais qui s'est élargie pour rassembler aujourd'hui 54 pays. Comme le rapporte Henry Ridgwell de Londres, la présente réunion se tient sur fond de critiques relatives aux droits de l'homme, tant en Grande-Bretagne qu'au Rwanda. C'est un récit de Jacques Aristide. En faisant de son pays l'hôte de la grand-messe du Commonwealth, le président Paul Kagame veut ainsi mettre en valeur le Rwanda. C'est un autre forum international dont Kagame se permet de faire partie. Clairement, il s'agit d'une personnalité très controversée. Le bilan du Rwanda en matière de droits humains est discutable et controversé. Le Rwanda est notamment montré du doigt pour son manque de liberté des médias et de liberté politique. Après la fermeture de son journal par le gouvernement, le journaliste rwandais Eleneus Akanga a fui le pays en 2007 pour s'exiler en Angleterre. Mon crime a été de rapporter la vérité. J'avais écrit un article où je cherchais à rédiger un article sur des journalistes battus par des inconnus. Il s'est avéré que ces journalistes pensaient que le gouvernement les amochait en utilisant des agents de l'État. J'ai appris plus tard qu'on allait m'accuser d'espionnage. Loin
Londres a paraphé un accord avec Kigali pour envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés au Royaume-Uni. Le premier vol, prévu la semaine dernière, a été bloqué à la dernière minute par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour les critiques, ce projet viole le droit des réfugiés, mais le gouvernement britannique maintient que la politique est légale et va dissuader les migrants. Quand les gens viennent ici illégalement, quand ils enfreignent la loi, il est important que nous fassions cette distinction. C'est ce que nous faisons avec notre politique rwandaise. Il s'agit d'une politique contradictoire, d'après Eleneus Akanga. C'est étonnant, le gouvernement britannique a donné l'asile à des gens comme moi, mais maintenant, ce même gouvernement nous dit que le Rwanda s'est tellement transformé qu'il peut accueillir les demandeurs d'asile les plus vulnérables. Nous savons que ce n'est pas le cas. L'analyste Philippe Murphy est d'avis que le sommet du Commonwealth va être éclipsé par la polémique autour de la politique d'asile britannique. Cela a attiré l'attention de la communauté internationale sur le bilan du Rwanda en matière de droits humains. Depuis les années 1990, le Commonwealth a tenté de se réinventer en tant qu'organisation plus unie par des valeurs communes que par une histoire commune. Le problème, c'est qu'il n'a pas été très bon pour faire respecter ces valeurs. Kigali dément toute violation des droits de l'homme. Pour les partisans du président Kagame, ce sommet du Commonwealth équivaut à une nouvelle étape importante dans le développement du pays. Au Soudan, l'Union africaine dénonce des discussions qu'elle qualifie de malhonnêtes et d'opaques dans le cadre du dialogue intersoudanais censé remettre le pays sur la voie de la démocratie après le putsch d'octobre, mais boycotté par les civils. Mohamed Belaïch, l'ambassadeur de l'Union africaine à Khartoum, s'est montré catégorique hier soir. L'Union africaine, dit-il, ne peut pas poursuivre ses pourparlers malhonnêtes, opaques, lesquels, a-t-il ajouté, écartent des participants ou les traitent de façon injuste. Mais sur un ton quelque peu différent aujourd'hui, la représentation de l'Union africaine à Khartoum parle d'interprétation erronée de ces déclarations. I'm here in Area 1 IDP camp located in Abuja, Nigeria's capital. Ndi hano mu ikambi ya Mahama. I am here in Sabari-Bougous district of Bobo-Dioulasso, Western Burkina Faso. Hapa tupatikana Kanyaruchinya, kilomita 10 kaskazini mwa mji wa Goma. Je suis dans le camp de Lusenda, situé à l'est de la RDC. I am here in the Dadaab refugee camp located in northeastern Kenya. This is Shari 5 IDP camp located in Maiduguri in northeast Nigeria. I'm here to share their stories. I'm Ali Douedraogo. Nerto Mohamed Danyoko. Hussein Mohamed. Mahmoud Mohamed Abdullahi. Netogoy Mahmoud Bokoum. Al Hassan Bala. Nditieri Vendaishimiye. Ernest Mouero pour VOA Afrique. De nombreux réfugiés burundais vivent en République démocratique du Congo. Ils ont quitté leur pays pour des raisons de sécurité et sont réticents à rentrer chez eux. Ils vivent sans aide du gouvernement congolais et des organisations humanitaires. Certains ont appris à faire un peu de travail aux côtés des nationaux pour survivre. Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma, a rencontré l'un de ces réfugiés burundais et nous propose ce reportage. Mucho Kennedy est un réfugié burundais qui vit en RDC depuis plus de 10 ans. Sans aucune assistance, il dort dans cette boutique en planche dans une situation très critique. Je rencontre des situations très difficiles. Il m'est difficile d'obtenir de la nourriture, de l'eau et même une toilette. Donc les conditions de vie sont intenables. Pour dormir, vous voyez, je dors dans une boutique à côté d'une route. C'est grâce à ses amis que Kennedy trouve à manger. Ils l'ont formé à la fabrication des samoussas à base de farine de blé et de pommes de terre. C'est cette activité qui permet à Kennedy de subvenir à ses besoins essentiels, même si elle est peu rentable.
Présentement, je prépare des samoussas. Quand j'ai réalisé que la vie devient de plus en plus difficile, j'ai vite appris ce travail pour pouvoir ensuite mieux vivre. Comme Kennedy Muncho, plusieurs réfugiés en RDC ne bénéficient d'aucune aide des organisations humanitaires. Kulio Shimusikane est membre d'une association qui défend les droits des réfugiés. Il dénonce l'inaction des organisations humanitaires et du gouvernement qui n'ont pas adopté une bonne politique de prise en charge de réfugiés. Jusqu'à présent, on a vu peu des interventions qui cherchaient, qui se focalisaient sur la protection effective des réfugiés. Au contraire, ce qui est regrettable, ce qui fait que la situation s'empire davantage, est que les multinationales, les organisations internationales, les agences des Nations Unies ainsi que même le gouvernement congolais n'ont pas mis une politique effective pour la protection des réfugiés. Au contraire, ils ont un peu criminalisé l'existence des réfugiés en les considérant comme des Interahamwe ou des groupes armés, ce qui a causé un grand défi. Selon cette organisation, la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, compterait 800 000 réfugiés, dont seulement 200 000 ont les statuts de réfugiés et peuvent bénéficier d'une assistance. L'organisation plaide pour la construction des camps de réfugiés qui n'existaient pas au Nord Kivu, l'identification de réfugiés et ensuite leur prise en charge. Zanem Netizaïdi Agoma pour VOA Afrique. En Afrique du Sud, un groupe de réfugiés campe devant les bureaux des Nations Unies depuis mai, suppliant d'être transférés dans un pays tiers à cause de la xénophobie ambiante. Ces réfugiés originaires du Burundi, du Congo, du Malawi et du Rwanda disent que retourner dans leur pays d'origine n'est pas sûr et qu'ils ne se sentent plus les bienvenus en Afrique du Sud. C'est un reportage de Linda Guivetache à Pretoria, récit Claire Morin-Gibour. Certains de ces réfugiés vivent en Afrique du Sud depuis 2 décennies. Mais maintenant, ils disent qu'ils ne se sentent plus en sécurité. La plupart sont originaires de la République démocratique du Congo où ils ont échappé à la guerre. Mais de plus en plus souvent, leurs petites entreprises sont pillées, leurs maisons volées et ils ont été personnellement attaqués au milieu de vagues croissantes de xénophobie. Nous avons fui notre pays à cause des violences. Nous sommes venus ici, nous avons trouvé plus de problèmes, plus de souffrances, parce que les attaques xénophobes sont réelles. L'Afrique du Sud abrite plus de 250 000 demandeurs d'asile. Ils ont changé de communauté, mais la violence finit toujours par suivre, affirme-t-il. Il demande maintenant à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de les transférer dans un pays tiers plus sûr. N'importe où ils pourront nous amener, nous serons plus en sécurité avec nos familles. Nous pourrons vivre et continuer notre vie pour que nos enfants puissent aller à l'école. La violence xénophobe est devenue de plus en plus intense en Afrique du Sud, avec des émeutes et des meurtres depuis 2018. En avril, un Zimbabwéen a été tué dans un township de Johannesburg lors d'une manifestation anti-migrants en raison de sa nationalité selon les autorités. Les experts attribuent le problème à l'histoire de violence du pays, aux problèmes socio-économiques et à la politique croissante anti-étrangers. Normalement, quand il y a des violences xénophobes, quand ça arrive, il n'y a pas de différenciation du genre es-tu réfugié, es-tu demandeur d'asile. Si le gouvernement n'est pas perçu comme faisant quoi que ce soit, il décourage également les migrants et les réfugiés qui sont dans le pays, qui se demandent est-ce vraiment sûr pour moi? La réinstallation n'est pas une option pour la plupart des réfugiés. Le HCR affirme que seulement 1% des réfugiés dans le monde sont déplacés d'un pays d'accueil à un autre lors de circonstances exceptionnelles. Ce ne sont vraiment que les réfugiés les plus vulnérables qui sont éligibles à la réinstallation, comme les survivants de violences sexuelles ou basées sur le genre. Des femmes et des enfants à risque, de personnes en risque en raison de leur persécution religieuse. Nous exhortons vraiment ces réfugiés à accepter l'offre d'intégration locale ou de rapatriement, car personne ne veut voir des gens vivre dans la rue. Mais ces réfugiés insistent et disent qu'ils continueront leur campement jusqu'à leur départ du pays. Pour eux, une réintégration ne peut pas être envisagée en Afrique du Sud.
Un millier de personnes ont été tuées et des centaines blessées dans un puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités craignent que le bilan ne s'aggrave encore. Le séisme a été ressenti dans plusieurs provinces de la région et aussi dans la capitale Kaboul, située à environ 200 km au nord de son épicentre. Limité depuis longtemps en novembre et en capacité, les services de secours sont inadaptés en Afghanistan pour faire face seuls à une catastrophe naturelle majeure. L'ONU a annoncé avoir déployé des équipes chargées d'évaluer l'étendue des dégâts dans plusieurs des zones touchées et depuis le Vatican, le pape François a exprimé sa sympathie aux victimes. Cette semaine, ici aux États-Unis, les audiences sur l'assaut du Congrès le 6 janvier 2021 se poursuivent. La commission en charge a décrit mardi la pression incessante de Donald Trump pour annuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et tenter de démonter les menaces personnelles généralisées contre les garants de la démocratie américaine, les travailleurs électoraux et les responsables locaux. Les détails dans ce reportage de Dili Diko. Le panel enquêtant sur l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole a repris ses travaux en mettant l'accent sur les efforts de Donald Trump pour annuler la victoire de Joe Biden. Les audiences établissent que le président Trump a cherché, en appuyant sur les responsables des principaux États en jeu, lors de la bataille électorale, à faire rejeter certains bulletins de vote et soumettre une fausse liste de grands électeurs pour le décompte final. Cette pression a également été alimentée par des allégations non fondées de fraude électorale du président sortant, ce qui, selon le panel, a conduit aux violences. Les affirmations selon lesquelles une fraude électorale généralisée a entaché l'élection présidentielle de 2020 ont toujours été un mensonge. Donald Trump savait qu'il s'agissait d'un mensonge et il a continué à les amplifier de toute façon. Tout ce que nous décrivons aujourd'hui, la pression destructrice incessante sur les autorités étatiques et locales, était entièrement basée sur un mensonge. Donald Trump le savait, il l'a fait quand même. L'audience s'est ouverte sur des récits d'attaques personnelles auxquels ont été confrontés des élus locaux, pour la plupart des républicains. Gabriel Sterling, le directeur des opérations au bureau du secrétaire d'État de Géorgie, a plaidé dans une vidéo datant de 2020 et diffusée au cours de l'audience pour que ces pressions cessent. Tout ça est allé trop loin, bien trop loin. Joey DiGenova a demandé aujourd'hui que Chris Krebs, un patriote qui dirigeait la CISA, soit abattu. Un informaticien de 20 ans dans le comté de Gwinnett a reçu une corde de pendaison et des menaces de mort disant qu'il devrait être pendu pour trahison parce qu'il a transféré un rapport sur les données d'un système de gestion électorale du comté pour qu'il puisse être lu. Il faut que ça s'arrête. La représentante républicaine Liz Cheney, vice-présidente de la commission du 6 janvier, a imploré les Américains de prêter attention aux preuves présentées lors de ces audiences. Le fait est que Donald Trump ne se souciait pas des menaces de violence. Il ne les a pas condamnées, il n'a fait aucun effort pour les arrêter. Il a continué à avancer ses fausses allégations. J'exhorte tous ceux qui nous suivent aujourd'hui à faire preuve de discernement avec les arguments présentés par la commission. Au cours de cette audience publique, la 4e organisée ce mois de juin, le président de la commission d'enquête, Benny Thompson, a comparé les actions du président Donald Trump qui ont mené à l'assaut du 6 janvier à une tentative de coup d'État. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, DC sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage.
Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Comme chaque mercredi, Yacouba Ouedraogo nous rejoint pour la page des sports de la semaine. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John, bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, c'est officiel. Sadio Mané est désormais joueur du Bayern Munich. L'attaquant sénégalais s'est engagé pour 3 ans, soit jusqu'en 2025, avec le club allemand. À 30 ans, Mané, qui quitte Liverpool, aura donc coûté environ 40 millions d'euros au club allemand. Retour sur le parcours improbable de la star sénégalaise. La route vers la gloire n'a jamais été un long fleuve tranquille pour Sadio Mané, fils d'un imam de Bambali, un village de la Casamance au Sénégal. Repéré par Metz dans un club partenaire de Dakar, Mané rejoint le vieux continent début 2011. 3 ans plus tard, il part au RB Salzbourg en Autriche où il progresse dans tous les compartiments de son jeu. Mané se trouve prêt en 2014 à tenter l'aventure de la Premier League à Southampton pendant 2 saisons, puis à Liverpool. Avec Roberto Firmino, Mohamed Salah et Virgil van Dijk, il fait partie de ces recrues des années 2015-2018 qui ont transformé le visage de Liverpool et ramené le club au sommet de la hiérarchie anglaise et européenne. La rigueur chez Mané n'est pas un vain mot. Sa vie tourne autour de 3 pôles, le football, l'entretien de son corps et la prière. Monsieur Sadio Mané, nous nous faisons officier. À 30 ans, après avoir offert la première CAN de son histoire au Sénégal, puis un billet pour le Qatar, Sadio Mané s'offre un nouveau défi. Ma vie est toujours faite de défis et j'ai choisi de venir ici. Je sais que c'est un défi, mais j'aime les défis. Bien sûr, mon plus grand rêve, si vous êtes fan du Bayern, ce sera la même chose. C'est de gagner tous les trophées possibles. Le Sénégalais arrive en Bavière au sommet de sa gloire. Le transfert royal du Bayern soutient la presse allemande, tant le Rekordmeister s'est rarement offert un joueur de ce standing. Mais l'investissement semblait indispensable. L'attaquant vedette des Bavarois, Robert Lewandowski, l'homme à plus de 40 buts par saison, veut quitter l'effectif en fin de saison. Pas les mêmes statistiques chez Mané, mais le Sénégalais a tout de même marqué 111 fois en 263 matchs en Premier League avec Southampton et Liverpool, avec plus de 47 passes décisives. Lors de ses 55 apparitions en Ligue des Champions, Mané a marqué 24 buts, accompagnés de 8 passes décisives. Voilà, bon, on va donc à Sadio Mané. Lui aussi devrait sans doute quitter son club, mais profite pour le moment de ses vacances. Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, est en Guinée, le pays d'origine de ses parents. Il a été accueilli par une immense foule de fans. Ginny Niwa. Difficile pour la star du football Paul Pogba de se frayer un chemin dès son arrivée à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Très vite, l'international français, dont les parents sont originaires de la Guinée, a été plongé dans le code vestimentaire local. Il enfile un boubou traditionnel, une chéchia et se pare des couleurs nationales. Ça fait 11 ans que je ne suis pas revenu ici. Donc on a dit qu'on allait venir quand même en Guinée. Parce qu'on fait ça aussi, c'est pour la Guinée, pour aider la Guinée, pour que la Guinée avance aussi. À sa sortie de l'aéroport, le milieu de terrain de Manchester United est accueilli par une foule de fans, des posters géants à l'effigie de sa famille et des danseurs du terroir. Son séjour en Guinée est organisé par une association locale, 48 heures pour la Guinée, qui lutte pour un meilleur accès à l'eau, la santé et l'éducation. Les habitants du village natal de Pogba Père en ont profité pour marquer le coup. Là, c'est le village natal du papa de Paul Pogba. C'est le village natal de Paul Pogba. C'est le village de ses ancêtres. C'est pourquoi nous avons effectué le déplacement. Les fans se sont massés le long du trajet du cortège de plusieurs véhicules de l'international français né de parents guinéens. Pogba jouait ce mercredi un match de charité à Conakry avec d'anciennes gloires africaines.
Sport de combat à présent et nous parlons du judo qui prend une autre tournure en Afrique du Sud. La discipline aide à combattre le fléau de la xénophobie dans un pays qui est épisodiquement en proie à des attaques racistes. Lors des violences qui ont fait plus de 60 morts en 2008, Alexandra, un des townships les plus pauvres d'Afrique du Sud, a été un foyer des attaques. Un autre épisode avec le meurtre en 2015 en pleine rue d'Emmanuel Sitolé, un vendeur de rue mozambicain, a marqué les esprits. Et c'est justement à Alexandra qu'est venue s'installer l'organisation Judo pour la paix. Davantage avec Jacques Aristide. Dans un bâtiment récemment rénové d'Alexandra, une vingtaine d'enfants font des culbutes sur le tatami. C'est la première fois que ce quartier déshérité du nord de Johannesburg, régulièrement touché par des attaques xénophobes, voit apparaître un dojo. L'amitié, le respect, ce sont toutes des choses qui sont enseignées sur le tapis, sur le tatami, comme nous l'appelons. Ce sont donc des choses que des enfants apprennent jour après jour, en participant ensemble à des activités, en travaillant ensemble. Ils apprennent aussi à vivre ensemble. C'est donc un objectif très important de notre programme. Roberto Orlando est originaire d'Italie, mais il a voyagé en Éthiopie, en Somalie ou encore en République démocratique du Congo. Le coordinateur de Judo pour la paix a créé sur son passage des dojos dans les communautés défavorisées. Alexandra est l'une des zones les plus vastes et les plus densément peuplées d'Afrique du Sud. C'est une zone où de nombreuses attaques xénophobes ont eu lieu et je pense que c'est l'une des zones qui devrait être ciblée lorsque nous parlons d'apprendre aux gens à vivre ensemble. Mais le township connaît toujours des attaques contre les étrangers. Depuis le début de l'année, un groupe anti-migrant y est monté en puissance. Alors, avoir un réfugié congolais parmi les entraîneurs, c'est un symbole, d'après Roberto. Rudolf Ngala, le jeune entraîneur de 21 ans, a quitté Kinshasa il y a 5 ans. Pour moi, ici à Alexandra, toutes qui vivent ici sont mes familles. Je suis congolais, je suis noir, je suis africain. Nous sommes tous les Africains. Il n'y a rien de mal, nous sommes des Africains. Pour moi, aider les enfants ici, c'est aussi important. Parce que ça nous aide. L'éducation, on doit apprendre tout pour accomplir ce qui était peut-être difficile. Ça peut devenir facile. Beaucoup de ces écoliers racontent avoir parfois peur en raison des attaques xénophobes. Mais le judo, ajoute-t-il, leur a inculqué le calme, le respect et à être plus pacifique également. Quelque chose que Roberto décrit comme une petite victoire. Voilà, c'est ici que se referme cette rubrique sportive. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci Yacouba et à la semaine prochaine pour un autre segment sport. Et avant de refermer ce journal ici, on allait au Cameroun pour parler du ndope. Le ndope, une étoffe tiraillée entre tradition et modernité, classée au patrimoine national camerounais. Le ndope était autrefois réservé aux rois et aux notables. Cependant, le tissu rituel perd peu à peu de son côté sacré. Des pagnes bas de gamme inspirées de cette étoffe sont de plus en plus commercialisées au Cameroun. Tissu rituel, le ndope, habit d'apparat des chefs traditionnels, des notables et des membres de sociétés secrètes se composent de bandes de coton assemblées. Les motifs, parfois des animaux ou des formes géométriques, sont dessinés, puis brodés avec du fil de raffia avant d'être teints en bleu. Cette étoffe, qui nécessite plusieurs jours de travail et un savoir-faire, est un habit onéreux. Son prix peut aller jusqu'à 100 000 francs CFA, environ 150 €. Si vous passez au Cameroun, procurez-vous un ndope. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.